Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. C'est fait, le chef de file de l'opposition a rendu visite ce jeudi aux détenus politiques à la maison centrale de Conakry, alors que même les avocats à un moment étaient interdits d'accès. Mamadou Sylla aura compté sur l'aval du président à qui son cabinet avait remis un mémo dans lequel figurait le souhait de visiter ces détenus. Vous le suivrez. La situation des travailleurs domestiques toujours aussi préoccupante en Guinée. Les droits de ces travailleurs ne sont pas respectés. Ils sont victimes de harcèlement physique ou moral, sans oublier leur maigre revenu par rapport à un travail parfois harassant. À suivre le reportage de Mamadou Salouba. Le TAS a validé la candidature de Mamadou Antonio Souaré pour le comité exécutif de la CAF. Sa candidature avait été rejetée pour insuffisance de preuves de sa démission au sein de l'entreprise de loterie sportive Guinée Games. L'actualité, c'est aussi le congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu le 30 avril 2021. À suivre donc le résumé des grands titres de la semaine. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À la tête d'une délégation, le chef de file de l'opposition a rencontré ce jeudi 55 détenus politiques à la maison centrale de Conakry. Excepté ceux qui sont testés positifs au Covid-19, globalement, les personnes présentées à la délégation se portent bien. Mamadou Sylla et son cabinet étaient partis rehausser le moral des prisonniers, comme nous le racontent Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara. Les prisons sont faites pour les grands hommes. Mamadou Sylla lui-même a séjourné dans cette célèbre prison en 2006. L'actuel président y a passé 2 ans. C'est toutes ces paroles d'encouragement que le chef de file de l'opposition a rappelé aux détenus politiques pour gonfler leur morale. Moi-même, j'en ai fait 12 jours ici. Et j'ai relaté ça. Et dire qu'on a vu des gens sortir en prison, automatiquement, les gens vont s'asseoir sur le fauteuil du président de la République. On a vu ça. L'actuel président a fait 2 ans et demi ici. Aujourd'hui, le président de la République. Les députés Ousmane Gawal, Selou Baldé et d'autres n'ont pu rencontrer la délégation puisque testés positifs au Covid-19. Sinon, Fatou Bangoura, Chérif Ba, Abdoulaye Ba et même Amadou Diolde Diallo ont échangé avec la délégation au nom de tous les détenus politiques. Doyen Chérif Ba, vice-président de l'IFDG, Abdoulaye Ba de Kindia, et puis Condé, Ismaël Condé, vice-maire, et quelques-uns, Fatou Bangoura. Les avocats n'auraient pas accès à leurs clients. Depuis des mois, pour certains, se sont plaints les prisonniers. Et on a vu des gens qui ont dit qu'ils ont fait 6 mois sans avoir un avocat, sans qu'on le demande. Sans juge, personne, pas de visite, rien. Et on a eu des gens qui ont dit 120 jours, tels que Ousmane Ba de Kindia, Chérif Ba 123 jours. Tout le monde ne peut couper le pont avec le chef de l'État. Il faut le fréquenter pour pouvoir obtenir des concessions. Si je suis loin de lui, comment je peux obtenir ce que j'entends d'obtenir avec lui? Il faut dialoguer avec lui, il faut s'asseoir avec lui, même manger un repas avec lui, demander qu'est-ce qu'il doit faire, le conseiller. Même à son ennemi, Mamadou Sylla ne souhaite pas la prison. C'est pourquoi il lance directement un appel au président de la République. Pour demander sa clémence, pour essayer de pardonner au nom de la paix, au nom de quiétude de ce pays. Parce que sans la paix, rien n'est possible. À Zérekoré, le procès des membres du FNDC arrêtés lors des violences électorales a été renvoyé au 18 mars prochain. Poursuivis pour incendie volontaire, participation délictueuse à des attroupements interdits, vol et destruction des biens. Leur procès à peine ouvert ce jeudi sous haute surveillance sécuritaire. Le pool d'avocats pour la défense a porté des griefs devant le tribunal. Il s'agit notamment de l'absence de certains prévenus à l'audience pour manque de communication des pièces. Une demande aussitôt validée par le tribunal qui a renvoyé le procès. Les précisions sont signées de maître Michel Théodore Loua au micro de notre correspondant régional Alexis Collier. Nous avons demandé d'abord que les ordonnances de renvoi
contre ces accusés soit communiqué à ces accusés à la maison centrale, c'est ce que la loi dit. Et que le président du tribunal doit même se déplacer pour aller s'enquérir auprès de ces accusés s'ils ont effectivement reçu ces ordonnances. Mais dans le cas du 22, cela n'a pas été fait. C'est pourquoi nous avons demandé que cette condition-là soit respectée. Et je crois que nous avons accédé à cela. Et deuxièmement, il y a des accusés qui ne sont pas là, qui n'ont pas reçu, c'est-à-dire qui étaient déjà mis en liberté, d'autres sous contrôle judiciaire, qui n'ont pas reçu ces ordonnances de renvoi. Ils doivent avoir accès ou on doit leur notifier ces ordonnances de renvoi pour qu'ils sachent que l'audience criminelle a commencé et pour qu'ils viennent se défendre contradictoirement contre les accusateurs, qui sont le ministère public et les parties civiles, de peur d'être condamnés par défaut. La Guinée a franchi la barre des 100 morts du Covid-19. L'information a été donnée par les autorités sanitaires. La négligence des citoyens qui se justifie par le non-respect des mesures barrières serait la principale cause. Ali Badara Kamara. C'est urgent. La Guinée vient de franchir la barre des 100 décès de coronavirus, ce qui amène les autorités à affirmer que le pays est désormais confronté à une explosion des cas de décès. Pour elle, plusieurs raisons expliqueraient cette flambée. Nous avons constaté que la plupart des personnes que nous recevons, nous les recevons à un stade très avancé. Ce sont des malades qui étaient déjà hospitalisés dans d'autres services pour d'autres maladies. Et lorsqu'on fait leur test Covid-19, ces patients reviennent positifs. Donc il est important qu'on nous réfère très tôt les patients. C'est important. Parce que si les patients sont référés très tôt et que la prise en charge se fasse très tôt, nous avons la chance de récupérer beaucoup de patients. C'est ce qui se faisait. Le respect des mesures barrières n'est plus de mise sur les citoyens. Toute chose qui pourrait occasionner la propagation du virus et accélérer le taux de mortalité. Nous voyons aujourd'hui les cortèges un peu partout en République de Guinée, de mariage. Nous voyons les concerts, nous voyons les baptêmes, même les cérémonies de décès. Il y a un regroupement total un peu partout. Il y a du laisser-aller. À date, la Guinée dénombre plusieurs centres d'isolement dans lesquels les opérations de vaccination contre la Covid se poursuivent. Mais seule difficulté, les personnes déclarées positives bouderaient les centres. Pour mieux contrôler la maladie, Dr Mohamed Fanta Condé invite. Les personnes qui sont atteintes, qui sont appelées pour dire qu'elles sont positives, qu'elles acceptent de venir dans les centres d'isolement. Il y a de la place. Ce n'est que dans les centres d'isolement que nous pouvons contenir la maladie. Mais les personnes qui restent à la maison par peur pour dire non, moi je ne viens pas dans un centre. Je souhaite que ces personnes prennent attache à ceux qui sont déjà sortis. Ils vont leur communiquer ce qui se passe pour leur faire comprendre que c'est de l'humanisme qui est là. À ce jour, il faut noter que 199 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées, sur un effectif de 3076 personnes testées, soit un indice de positivité de 6,4%. Par ailleurs, 142 patients sont déclarés guéris et 713 patients restent hospitalisés. La police, elle, poursuit sa campagne de sensibilisation. Ce jeudi, les hommes en uniforme étaient dans la gare routière de Gomboya et de Kagbele. Des messages forts y ont été véhiculés. Djibril Ba, Aliouba signe ce reportage. Déjà sorti, un cas de désobéissance des mesures sanitaires interceptées par la police. À Kountia, le directeur général de la police exhibe à la presse un faux certificat de négativité de Covid utilisé par ce conducteur de poids lourd en partance à Sigiri. Forcément, il doit se retourner pour aller se tester et réellement pour que lui-même il sache son statut avant de bouger. Il faut que tu montres celui qui t'a donné ça. Moi, tu récupéreras pour qu'on sache le réseau qui est en train de faire ça. À Gomboya, précisément à la gare routière, les autorités locales rassurent la police des dispositions sanitaires prises. Passagers et conducteurs obéissent également aux principes. Ce qu'il fait est partagé, est connu et en reconnaissance de ce qu'il fait pour la République, vous vous êtes mobilisés les taxis motards. Merci à vous. Même moi, le chauffeur, j'ai fait mon texte, j'ai eu ma carte. Et au niveau des barrages aussi, arrivé au niveau des barrages, vous présentez, on nous demande de vous présenter vos cartes. Là, vous vous laissez passer. Kagbele, où est observée une forte densité de la circulation, les mêmes messages de sensibilisation ont été transmis
pour prévenir le coronavirus et Ebola. Si vous avez un passager qui vient, il n'a pas de masque, vous lui demandez portez votre bavette. Il dit ah j'ai oublié ma bavette, vous devez censé lui tendre une bavette pour qu'il puisse se protéger. Parce que le carrefour prochain, si vous êtes contrôlé, vous avez la bavette, votre passager n'a pas la bavette, il va payer 50 000 francs. La nouvelle vague de contamination du Covid-19 a pris une proportion inquiétante depuis fin février en Guinée. Le pays a atteint la barre des 100 morts hospitaliers de coronavirus. Évaluer les programmes dispensés dans les établissements d'enseignement technique professionnel et de la recherche scientifique. C'est la mission que se fixe l'Agence nationale d'assurance qualité. Elle a récemment publié son rapport de session d'évaluation des programmes des écoles, couvrant la période de 2019 à 2020. Il s'agit d'une étape importante dans la promotion et la qualification de la recherche et de la formation dans les différentes institutions d'enseignement supérieur et technique du pays. Suivez. Il s'agit de 71 programmes de la session 2020 évalués sur la base de l'atteinte de 22 standards de qualité. Sur ces chiffres, 35 programmes sont accrédités, soit un taux de réussite de 49%. 2018-2019, nous avons évalué 11 programmes, parmi lesquels 5 avaient été accrédités. Les 6 autres ont eu l'autorisation ou un délai d'1 an pour essayer d'améliorer leurs standards. Alors, ces 6 autres se sont présentés et heureusement 5 ont pu cette fois-ci également franchir l'étape. Ce sont au total 21 établissements qui ont participé de façon volontaire à cette évaluation, parmi lesquels l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia ou encore l'Université Nongo Conakry. 14 programmes n'ont pas pu déposer les rapports d'auto-évaluation, donc n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux de réussite. Voilà, donc ça veut dire qu'il y en a qui se sont engagés et puis ils n'ont pas pu finir le processus et ils ont été ainsi éliminés. Sur le faible taux de participation des écoles publiques, chacun doit se soumettre à cette initiative qui vise à qualifier l'enseignement en Guinée. Pour le moment, la participation aux évaluations est volontaire, mais il arrivera très vite que ce soit une obligation, soit par les autorités qui peuvent décider que désormais il faut passer par là, ou par la pression des étudiants, des bénéficiaires. L'Agence nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche a aussi souligné que la prochaine session 2021-2022 est ouverte. Elle permettra de résoudre les problèmes rencontrés au cours de la première évaluation. Vous le savez, l'historien Djibril Tamsir Niane est décédé, selon dit, des suites de maladies au Sénégal. Il a contribué à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique avec Joseph Kizerbo, une collaboration qui s'est terminée par une fraternité. À propos, Dr Alfred Kizerbo évoque ses relations avec son père. Suivez le reportage de Fatoumata Bintabaré et d'Alouba. La figure universitaire majeure de l'Afrique a tiré sa révérence récemment au Sénégal après avoir consacré sa vie à l'étude de la civilisation noire. Spécialiste de l'histoire du Mandingue du Moyen-Âge, Djibril Tamsir Niane a également participé à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO avec Joseph Kizerbo. Consterné par la nouvelle de son décès, Dr Alfred Kizerbo se souvient de l'homme. Ils ont à cet égard été des éclaireurs et des pionniers qui ont fondé de nouvelles bases, en particulier à travers la collection de l'UNESCO sur l'histoire générale de l'Afrique, dont ils ont chacun été le leader pour un des volumes. Une collaboration qui a permis de traiter l'ensemble des civilisations africaines du XIIe au XVIe siècle dans leur diversité culturelle, religieuse et linguistique. Ils ont été ensemble de cette lignée des intellectuels organiques qui étaient à la fois des érudits, créateurs aussi de nouveaux paradigmes qui ont conduit aux aubes des indépendances. Pour Dr Alfred Kizerbo, l'écrivain historien guinéen Djibril Tamsir Niane a été un père pour la famille Kizerbo. Nous avons tous toujours bénéficié, la famille et moi-même,
de l'hospitalité de la famille du professeur Djibril Tamsir Niane. Je voudrais donc à toute la communauté qui est éplorée actuellement exprimer toute la sympathie de la famille de Joseph Kizerbo. D'après sa famille, Djibril Tamsir Niane est victime de la Covid-19. Décédé à l'âge de 89 ans, il a été auteur de théâtre comme Les Fiançailles tragiques. Certaines de ses œuvres lui ont valu la prison en 1961 sous le régime de Sékou Touré, puis obligé à l'exil au Sénégal dans les années 70. Rappelé à Dieu le 1er mars dernier à Conakry des suites de maladie, Monseigneur Emmanuel Félémou, jusque-là évêque du diocèse de Cancan, a gagné sa dernière demeure ce mardi. Outre les autorités locales, parents, amis et collaborateurs, ainsi que de nombreux fidèles chrétiens venus de partout à travers le pays. La cérémonie funèbre de l'évêque a aussi connu la présence du ministre de la Santé, Rémi Lama, et celui de la Pêche, Frédéric Loa. Le compte-rendu d'Alpha Omar Koïta. Des fidèles chrétiens sont venus par centaines ce mardi pour rendre un dernier hommage à l'évêque du diocèse de Cancan décédé le 1er mars dernier à Conakry des suites de maladie à l'âge de 60 ans. Tous les chrétiens du diocèse de Cancan doivent affection et gratitude à leur pasteur courageux qui a servi l'Église avec générosité et dévouement. Il vaut mieux qu'on s'en inspire, qu'il soit notre modèle et qu'on suive son chemin. C'est un homme de Dieu. Nous vous prions alors de recevoir les condoléances de toute l'administration régionale dans toutes ses composantes. La famille Félémou, par ma voix, vous remercie pour tout le soutien que vous lui apportez en ces moments d'intense épreuve. Représentant le chef de l'État et son premier ministre à cette cérémonie funéraire, le ministre de la Pêche a tout d'abord présenté les condoléances d'usage du gouvernement à la famille éplorée avant d'ajouter. Au moment où nous pleurons sa disparition, comment ne pas saluer la contribution de Monseigneur Félémou à l'épanouissement de l'Église dans le diocèse de Cancan et à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la réalisation d'œuvres sociales comme les églises, les services de santé et les écoles. Ce que le Vatican retient de Monseigneur Félémou est son grand talent de bâtisseur. En à peine 14 ans, il a bâti une vingtaine d'églises. Il a construit 19 presbytères. Il a construit des écoles, des centres d'accueil. A rappelé que c'est aux environs de 16 heures que Monseigneur Emmanuel Félémou a rejoint sa dernière demeure dans l'enceinte même de l'église du diocèse Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Cancan qu'il a servi depuis 2007. Les 3 passerelles en construction à Lansana Barrage, Sonfonia Gare et Yimbaya Taneri sont presque finies. Le niveau d'évolution des travaux est estimé à 90% par les ingénieurs. Utilisées à bon escient, elles sauveraient des vies et faciliteraient la fluidité de la circulation. La réalisation de ces passerelles s'inscrit dans le cadre de l'aménagement des voiries urbaines lancé en 2018 par le président Alpha Condé. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Sur ces images amateurs, des apprenants traversent l'autoroute Fidel Castro pour se rendre à l'école. Les automobilistes et motards sont contraints de les laisser passer. En pareille circonstance, les accidents de la circulation sont récurrents. Ces images ont été prises à Lansanaya Barrage dans la commune urbaine de Koya, ce jeudi matin. Le même scénario au marché de la tannerie dans la commune de Matoto. Pour fluidifier la circulation et réduire les cas d'accident de la circulation, la réalisation de ces passerelles s'impose à l'État. Chaque jour, on participe ici beaucoup d'accidents, mais ça va éviter ça. Bon, ça aussi, ça va permettre des élèves. Il y a une école en bas ici, ça va permettre les élèves
à traverser ici sans problème. Il y a encore des enfants qui veulent traverser, mais qui n'auront pas l'eau capable de traverser à cause, comment dirais-je, la circulation. La construction de ces ouvrages est certes une bonne chose, mais faudrait-il qu'il soit utilisé à bon escient? Le fait d'installer ce pont-là ici va certainement sauver des vies. Mais en dehors de ça, il va falloir d'abord que le gouvernement passe à la sensibilisation de la population pour l'utilisation de ces ponts. Parce que ça ne sert à rien d'installer ces ponts s'ils ne sont pas utilisés. Le niveau d'exécution des travaux est estimé à près de 90% par l'entreprise contractante. Les 3 nattes sont déjà posées. Le coulage du béton démarre ce vendredi selon cet ingénieur. La passerelle de l'Ansanaya Barrage est la plus grande des 3, avec une longueur de 37 mètres et 4 mètres de largeur. La hauteur fait 5,80 mètres. Le tout est soutenu par ces solides poteaux de 65 cm de largeur et 30 cm d'épaisseur. Une passerelle, c'est un gros investissement pour le pays. Et le but, c'est que cet investissement dure le plus longtemps possible. Donc dans la conception, on m'a demandé de prévoir quelque chose qui tiendrait 1 siècle, c'est-à-dire une bonne centaine d'années, à condition d'être entretenu. Il faut que l'amortissement soit long pour que ça profite au pays le plus longtemps possible. C'est ça qui est important. On ne lésine sur rien, ni sur la qualité des aciers, ni sur le ferraillage sur les massifs. La passerelle de Yimbaya Tannery est la plus petite des 3. Elle est composée néanmoins de 218 pièces sans compter les boulons. Une 60aine de personnes sont déployées sur les 3 chantiers. La quasi-totalité des matériels sont produits sur place. C'est une bonne partie de fabrication locale. On a des équipes qui sont vraiment très performantes, vraiment très performantes. Sur tous nos chantiers, vous verrez, tous nos personnels ont leurs EPI, leurs équipements personnels de sécurité. Et ça, c'est très important. La plus grande fierté, c'est de livrer un ouvrage qui est vraiment de très grande qualité. L'avantage de ces passerelles est qu'elles peuvent être démontées et transférées ailleurs en cas de nécessité. Après le déroulement du béton, une couche de peinture anti-rouille sera effectuée. Ces 3 ouvrages seront rendus dans 2 semaines, promet l'entreprise. Leur cas a été largement évoqué dans la presse ces dernières semaines. Il s'agit des domestiques, ces personnes qui s'occupent des enfants, qui préparent, qui lavent les habits, bref, qui s'occupent des travaux ménagers moyennant un petit montant. Ce mardi, on s'est encore intéressé à elles et vous allez le comprendre, dans certaines familles, aucune pitié n'est accordée à ces travailleurs domestiques. Mamadou Saliouba, Djibrilba, Aliouba. Chez leur patronne, les travailleurs domestiques ne donnent aucune interview, aucune information. Ils n'ont pas ce droit. Alors, pour raconter leur histoire, leur quotidien, nous avons pris rendez-vous avec Marie-Hélène, à Koloma, dans la commune de Ratoma. Employée domestique, à l'heure des salutations, un bras droit fracturé plongé dans l'eau chaude pour avoir décroché un appel de sa tante. Elle a pris ma main, elle l'a mis dans l'eau chaude. Elle partait se laver. Son eau là était vraiment chaud. Elle a mis ma main dedans. Maintenant, je me suis levée en courant. Je suis montée à l'escalier. Elle me dit tout ça, c'est foutaise. Elle me frappe là-bas. Mais après d'avoir me frappé, j'avais un autre étage. Les murs n'étaient pas solides. Je me suis accrochée à ça pour ne pas qu'elle me frappe. Direct, le mur s'est caché derrière. Je suis tombée en bas. J'ai caché ma main 3 fois. Marie-Hélène voulait éviter sa tante. La première fois qu'elle a hésité de décrocher un appel, sur insistance de cette dernière, elle a été battue. Alors la deuxième fois, elle se précipite pour décrocher l'appel. Conséquence, des marques qu'elle va devoir accepter toute sa vie. Pourtant, sa tante était son dernier recours, car c'est elle qui l'a hébergée après qu'elle ait quitté chez son oncle. Mon oncle là, je ne veux pas partir sur lui parce qu'elle avait tenté de me violer. Et moi, je ne veux pas me retourner là-bas, ça fait mal au cœur. Venue d'un Zérékoré au sud du pays, aujourd'hui la jeune fille vit chez une personne de bonne volonté. Pour ses études, plus personne pour la prendre en charge. J'étais à l'école, mais les parents ne payaient pas mon école. Quand je dis à les parents de payer, ils n'ont pas le moyen. Quand je dis payer pour moi, vous payez pour votre enfant, payez pour moi aussi.
Eux refusent. Maintenant. Tu n'étudies plus, c'est ça en clair? Oui, oui. Une vie d'enfer vécue aussi par Lamarana Diallo. Domestique hier, aujourd'hui elle a abandonné son métier. Son histoire, une affaire de vol qui s'est terminée chez sa patronne qui a ordonné à ce qu'elle soit ligotée, battue. Ma patronne était assise. Elle a dit à Thierno Moussa d'utiliser tous ses moyens jusqu'à ce que j'avoue. Il a branché le fer et me l'a passé sur le pied. Accusée d'avoir enfreint une règle de la maison, Lamarana s'est retrouvée avec un pied blessé, des mains taguées et une cuisse marquée au fer électrique. À Conakry, une femme est en train de se battre pour donner aux travailleurs domestiques une certaine dignité. Je me suis dit que ça, c'est une bonne chose de défendre les travailleurs domestiques. Et dans notre pays, on n'en parlait presque pas. Aujourd'hui, avec l'adoption de la Convention 189 relative aux travailleurs domestiques, les choses commencent à bouger. Mais dans un pays où les lois sont souvent violées, la situation des travailleurs domestiques reste toujours préoccupante. Mois de la femme, notre rédaction s'intéresse aujourd'hui à Afsa Touba, diplômée en communication, mère célibataire. Afsa Touba est une jeune dame qui, après ses études, a créé une start-up de production de produits naturels. Très engagée, la jeune dame voit l'avenir de son entreprise de vente de jus naturels dénommée Les Délices de Afsa, très radieux. Antoinette Dédé Onivogui et Amara Alexela sont allés à sa rencontre. Suivez. Marre d'attendre l'État pour s'offrir un emploi ou vivre sur le dos des gens, voilà entre autres les raisons qui ont poussé Afsa Touba à créer sa petite entreprise de vente de jus naturels. Diplômée en communication d'entreprise de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, elle est aujourd'hui mère d'un garçon. Elle parvient en ce moment, selon elle, à subvenir à ses besoins sans l'aide de personne. Moi déjà depuis petite, j'aime pas demander. C'est quelque chose que j'ai en nature, j'aime pas demander, j'aime pas tendre la main. Donc je me suis dit, je suis là, je suis avec ma maman qui ne se porte pas bien. Pourquoi ne pas essayer de mettre quelque chose en place pour ne pas attendre tout le temps que papa envoie de l'argent ou les frères envoient de l'argent. Il faut se battre soi-même et ça va m'aider. Effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, quand même, on arrive à sortir un peu la tête de l'eau. Malgré les contraintes qu'implique cet investissement, son rêve le plus ardent est de faire grandir son empire. Aujourd'hui, je crée mon entreprise à partir de rien. Quand je dis à partir de rien, j'ai pas de local, j'ai pas les matériaux adéquats pour tout ça, mais j'ai foi. J'ai foi et je me dis que ça va aller. Si je continue, peut-être un jour j'aurai des investisseurs qui viendront vers nous, j'aurai des contrats qui vont vraiment nous ouvrir la porte, on aura des formations, on sera connu du grand public. Rompue à la tâche, Afsa Touba n'entend pas lâcher prise. Elle encourage vivement les jeunes de son âge à entreprendre. Donc je me dis que toutes les femmes aujourd'hui sont des entrepreneurs dans l'âme, mais elles n'ont juste pas quelqu'un pour les booster et pour leur montrer comment faire. Donc, j'encourage toutes ces femmes aujourd'hui qui veulent se lancer. Il n'y a pas de saut métier. Aujourd'hui, tout ce qu'on banalise, on se dit que faire du jus, c'est banalisé, c'est pas trop... Non, je ne peux pas faire ça. Mais si tu professionnalises le truc, directement... La Côte d'Ivoire sous le choc depuis l'annonce de la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décès survenu ce mercredi après plusieurs jours de maladie dans un hôpital en Allemagne à l'âge de 56 ans. Depuis l'annonce de son décès, c'est la consternation et la tristesse au sein de la communauté ivoirienne vivant en Guinée. La réaction de quelques-uns dans ce reportage signé Mariam Fodé Kamara, Ibrahim Assouma. Ahmed Bakayoko était hospitalisé depuis le début du mois de mars dans un hôpital à Paris. Son état s'était dégradé ces derniers temps. Souffrant d'un cancer en phase terminale, l'ancien Premier ministre ivoirien a été finalement transféré dans un autre hôpital en Allemagne où il a rendu l'âme dans la matinée du 6 mars. Au sein de la communauté ivoirienne vivant en Guinée, c'est la tristesse et la consternation. J'avoue que c'est un deuxième coup très dur que nous avons reçu. Depuis hier d'ailleurs. Et ce matin, on se réveille avec une grande tristesse
Tristesse pour notre parti, le RHDP, pour toute la nation ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko représente beaucoup pour le président de la République et pour toute la nation ivoirienne. C'est une perte, une très grande perte d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire, parce que aujourd'hui, le nom de Ahmed Bakayoko, dit Ambak pour les intimes, nous ramène à quelqu'un de jovial, à quelqu'un de large, qui a la main facile, l'ami des jeunes, un grand bosseur. La mort d'Ahmed Bakayoko suscite beaucoup d'interrogations. Mais la communauté ivoirienne de Guinée dit s'en tenir à la version officielle du communiqué de l'État de Côte d'Ivoire qui indique que l'ancien Premier ministre est mort de cancer de foie. Des sources officielles, il est mort de cancer. Voilà, il est mort de cancer. Donc, je crois que nous nous en tenons là. Alors, moi, je ne tiendrai compte que de la version officielle, le communiqué de l'État de Côte d'Ivoire. Rien n'est caché au fait derrière ça. J'estime à mon humble conviction que Ahmed est mort du cancer de foie. L'ambassade se prépare à la cérémonie de présentation de condoléances. Le drapeau ivoirien sera en berne les heures à venir pour le deuil. C'est jeudi, partons avec le sport. L'actualité reste dominée en Guinée par le congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu le 30 avril 2021 et la publication de la liste des 23 joueurs du Sili national dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Aussi, en Afrique, le TAS vient de valider la candidature de Mamadou Antonio Souaré, l'actuel président de la FEGIFOOT, pour le comité exécutif de la CAF. Sa candidature avait été rejetée pour insuffisance de preuves dans sa démission au sein de l'entreprise de loterie sportive Guinée Games, ce qui était incompatible à sa candidature. Les détails dans un instant, c'est avec Mamadou Souma et Mamadou Boyeba. C'est ce jeudi 11 mars 2021 que le sélectionneur Didier Six a dévoilé la liste des 23 joueurs guinéens convoqués pour les rencontres contre le Mali et la Namibie dans le cadre des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. 6 joueurs évoluant dans le championnat local qui ont brillé lors du dernier CHAN ont reçu leur convocation. Moussa Kamara, Morlaï Silla, Yagouba Nyanyabari du Orea AC, Nabi Kamara du Afia, Mohamed Bangora et Ibrahim Khalil Traoré du club industriel de Kamsar seront aussi présents. C'est à moi de les motiver, c'est à moi de les... S'ils sont là, c'est parce qu'ils méritent leur place. Et ce que j'ai vu au CHAN m'a convaincu pour en prendre plusieurs. Par contre, Simone Fallet et Florentin Poba sont les grands noms absents de cette liste de Didier Six. Pour le moment, ce sont seulement 2 candidats qui ont annoncé leur intention de briguer la présidence de la Fédération guinéenne de football. Il s'agit de Kerfala Personne Camara, président du Afia Football Club, et Antonio Souaré, président sortant. Alors que l'ancien international guinéen et ancien ministre des Sports Aboubakar Titi Camara vise, lui, le poste de premier vice-président. Les 65 membres statutaires devront élire le bureau exécutif de la FEGIFOOT ce 30 avril. Quel type de président pour le bien de football en Guinée? Tcherno Saïdou Diakité, consultant, a donné son avis. Le président idéal, la première chose, il faut qu'il ait un discours de rassembleur. Il faut que ce président soit au-dessus de la mêlée. Les clubs ont des intérêts, les ligues régionales ont des intérêts, les médecins sportifs ont des intérêts, les journalistes sportifs ont des intérêts. Il faut faire en sorte qu'il soit l'arbitre. À l'international, le congrès de la CAF aura lieu ce 12 mars au Maroc. Patrick Motsepe sera élu par acclamation après le désistement des autres candidats sous proposition de la FIFA, a-t-on appris. Gianni Infantino a parcouru le continent, il a rencontré certains chefs d'État qui ont réussi à dissuader les éventuels candidats. C'est bien dommage pour le football africain qui va être sous tutelle de la FIFA. Ce retrait des candidats ne fait pas l'unanimité. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est une nouvelle forme de colonisation mise en place par la FIFA. La CAF a certaines revendications vis-à-vis des compétitions internationales, vis-à-vis des droits télé, vis-à-vis d'autres problèmes.
Le problème est de savoir est-ce que Patrice Motsepe, qui est le protégé de Infantino, il pourra avoir les coups de franche pour défendre avec conviction les intérêts du football africain. Justice a été rendue. C'est une immense satisfaction pour moi. C'est en ces mots que Antonio Soare, finalement déclaré éligible au comité exécutif de la CAF, a accueilli la bonne nouvelle. Le TAS vient en effet de le notifier qu'il est éligible au poste de membre du comité exécutif de la CAF. Une bonne nouvelle pour Antonio Soare, qui s'en remet à la grâce divine comme le témoignent ses propos. Pour lui, c'est un rêve qui commence à prendre forme. La Ligue des champions européenne se jouait encore ce mercredi soir sur les pelouses, alors que Naby Keita, qui a encore débuté sur le banc avec les restes de Liverpool, s'imposait de nouveau 2-0 face au RB Leipzig. L'Hispano-Guinéen Moriba Ilex Kourman, entré en jeu face au Paris Saint-Germain, n'aura pas aidé Léo Messi et le Grand Barça à réaliser l'exploit pour ce match retour. On connaît désormais les toutes premières équipes qualifiées pour les quarts de finale, le FC Porto, le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain et Liverpool avec Naby Keita. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien. Quant à moi, on se reprend la semaine prochaine. Au revoir.